L'annonce du diagnostic, c'est un grand coup là, en tant que parent. Cette absence-là d'information, ben, c'est tellement rempli d'incertitudes. Ça, c'est difficile. On essaie de se rattacher à quelque chose, mais on ne peut pas. En sachant pas si nos enfants vont marcher un jour, si nos enfants vont parler un jour, c'est difficile. Préparez-vous à apprendre et à être inspiré par l'union insoupçonnée de parents et de chercheuses s'alliant autour de la même mission, celle de briser des tabous et d'initier des conversations importantes sur des défis qui touchent les familles d'un enfant ayant la paralysie cérébrale. La formule du balado est simple, l'épisode débute avec le témoignage d'un parent invité sur un aspect important de sa réalité. La conversation est ensuite poursuivie avec le partage des connaissances et des découvertes innovantes d'une chercheuse experte dans le domaine. Je m'appelle Sandrine et je vous souhaite la bienvenue au balado Espace adapté. Bienvenue à ce nouvel épisode sur l'adaptation et la résilience. J'ai d'abord le privilège d'échanger avec Karine Gendron, mère de jeunes garçons ayant la paralysie cérébrale et d'autres conditions de santé. Alors, merci beaucoup, Karine, d'accepter de partager ton histoire et ton processus d'adaptation. Pour débuter, peux-tu nous en dire plus sur toi et sur ta famille? Moi, c'est Karine Gendron. Je suis une maman de 39 ans. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Oui, moi j'ai 4 garçons. Mais j'ai un grand garçon de 22 ans, donc je le mentionne parce qu'il existe, mais il n'est plus à la maison, là. Sinon, j'ai 3 jeunes enfants. Donc Arthur qui a presque 3 ans et 2 jumeaux de 19 mois, Charlie et Robin, qui vivent une situation d'handicap. En fait, Charlie et Robin, c'est des très grands prématurés. Ils sont nés à 26 semaines par césarienne d'urgence, étant des jumeaux identiques qui partageaient le même placenta. Ils ont été, bon, il y a eu un syndrome qui s'appelle le transfuseur transfusé, qui est un mauvais partage de sang, donc qui a des gros impacts là, sur les fœtus à ce moment-là. Donc, il y a une césarienne d'urgence. Puis une arrivée aussitôt, ben ça amène souvent des problèmes de santé. Donc, c'est sûr qu'à l'hôpital, là, ils ont passé 5 mois et demi. Donc, c'est vraiment un long séjour avec beaucoup, beaucoup de hauts et bas. Donc, tous les parents de grands prématurés le nomment toujours, là, c'est des montagnes russes d'émotions qui durent des semaines parce qu'il y a des journées qui vont bien, des journées qui sont vraiment plus difficiles. Beaucoup, beaucoup de stress au niveau de la santé. Ils ont des problèmes pulmonaires, il y a une grande fragilité. On parle de bronchodysplasie pulmonaire et d'asthme. Il y a aussi des problèmes au niveau visuel. Donc, des rétinopathies, du strabisme, des problèmes neurovisuels. Et sinon, de façon plus globale, ben, ils ont d'autres diagnostics. Là, donc, les hémorragies cérébrales qu'ils ont eu là, en début de vie, ça crée parfois là, des séquelles. Donc, on parle de paralysie cérébrale là, pour Charlie et Robin. De façon un peu plus prononcée pour Robin. On parle de diplégie spastique. Puis Charlie, lui, il a une neuropathie auditive. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une surdité profonde bilatérale. Puis c'est sûr qu'au niveau familial, ben, il y a quand même mon conjoint Nicolas aussi, là, qui partage notre vie. Merci d'avoir pris le temps de présenter ta famille. J'en comprends que Charlie et Robin ont déjà reçu plusieurs diagnostics, notamment celui de la paralysie cérébrale. Si tu es à l'aise d'en parler, évidemment, pourrais-tu m'en dire un peu plus sur comment tu as vécu l'annonce des différents diagnostics? Tu sais, la dernière année et demie là, a été vraiment éprouvante pour moi, pour la famille. Tu sais, quand on accouche de grands prématurés, on nous parle de toutes sortes de séquelles possibles parce que c'est comme ça, le niveau médical. Là, on nous donne toujours c'est les risques à tout. Puis on balaye un peu ça de la main hein, parce qu'on se dit que nous, ça sera pas comme ça. Donc, tu sais, même le temps qu'on a passé à l'hôpital, tu sais, ils ont eu beaucoup de combats, mais à chaque fois, ils s'en sortaient quand même très bien. Fait qu'encore là, on se disait que ça allait bien. Donc, quand on sort un peu de cette bulle-là, après 5 6 mois qu'on arrive à la maison, on a l'impression que tu sais, tout est derrière nous, mais c'était pas le cas. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment difficile. On dirait que c'était comme une mauvaise nouvelle, une après l'autre. Tu sais, je vous cacherai pas que pendant, mettons, la première année, là, on avait comme l'impression que tout allait les toucher, tout allait, y allait être atteint de tout. On a l'impression qu'on essaie de se raccrocher à quelque chose de positif et ça n'arrivait pas. Donc, ben, il était présent, il était parmi nous, puis on se réjouit de ça, là. Sauf que, tu sais, à l'âge dans le fond, ils sont sortis de l'hôpital en mars. Au mois de mai, on commençait les suivis là, en Sainte-Justine en audiologie pour Charlie parce qu'on avait l'impression qu'il n'entendait pas beaucoup. Là, c'est là qu'on a appris que finalement, il n'entendait pas du tout. Fait qu'a commencé ce processus-là. C'était un premier gros coup là, de se faire dire que ton enfant n'entend pas du tout. C'est pas facile là, au niveau de la relation aussi avec l'enfant. Là.
Puis là, par la suite, on se rend bien compte qu'après ça, les enfants ne se développent pas comme ils seraient supposés. Même si on ne faut pas comparer les enfants, même si on nous dit que chacun a leur rythme, puis qu'ils vont avoir un léger retard, c'est sûr, avec leur prématurité, on se rend quand même compte que ça ne fonctionnait pas. Là. Donc, en février dernier, à travers tous les suivis, finalement, on a eu le diagnostic de paralysie cérébrale. Même si on dirait que c'est quelque chose d'attendu, ça frappe fort quand même. Veux pas, je pense que c'est humain de toujours se rattacher à l'espoir que je vois des choses, mais c'est sûrement pas ce que je pense. Et c'est ça, et que finalement, non, c'est ce qu'on pense. T'sais. On entend souvent qu'il y a autant de formes de paralysie cérébrale que d'enfants qui en sont atteints, dans le sens que chaque enfant va évoluer d'une façon tout à fait unique. Charlie et Robin sont encore en bas âge. C'est sûr qu'il n'existe pas de boule de cristal pour savoir avec précision à quoi va ressembler leur profil dans plusieurs années. Comment vis-tu avec cette incertitude, ces questionnements face à l'avenir et aux pronostics de tes enfants? L'annonce du diagnostic, c'est un grand coup là, en tant que parent, mais c'est sûr que justement cette absence-là d'informations, ben, c'est ça, on a des informations de base, mais c'est tellement rempli d'incertitudes, ça c'est difficile. Parce qu'en effet, on essaie de se rattacher à quelque chose, mais on peut pas. Bon, on essaie. Encore là, c'est très humain, je pense, d'essayer de trouver le positif en tout. Sauf que en sachant pas si nos enfants vont marcher un jour, si nos enfants vont parler un jour, c'est difficile. Le regard des autres aussi, les questions des autres aussi, ça me ramenait souvent à est-ce qu'ils vont marcher? Mais là, ils vont marcher, c'est sûr. Là, ça a l'air léger. Je sais pas. Fait que là, autant que j'ai envie que les gens nous parlent de la situation, autant que ça me confronte toujours à je ne sais pas s'ils vont marcher, je ne sais pas s'ils vont parler, je ne sais pas si Charlie va entendre, je ne sais pas. Donc oui, cette incertitude-là est difficile, je trouve, au niveau mettons, de ma santé mentale à moi personnellement. Là. Étant une personne au tempérament anxieux, j'ai toujours appris pour m'aider à aller de l'avant, à visualiser ce qui s'en vient, à me projeter dans un avenir mettons, à moyen terme. Et ce qui est vraiment difficile à faire, parce que, oui, on va être encore là dans 2, 3, 4 ans, mais est-ce que mes enfants vont marcher? Est-ce que ça va être des fauteuils roulants? Est-ce que j'ai aucune idée? Donc, oui, ça, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile. On apprend à vivre avec cette incertitude-là, à se raccrocher à des petites choses, mais c'est quelque chose qui reste difficile. C'est ça aussi qu'avec, pour un couple, c'est pas facile. C'est des moments vraiment difficiles. Ça vient chercher des émotions en nous qu'on ne savait même pas qu'on pourrait vivre comme ça. Là. Et on le vit différemment. Mon conjoint et moi, on est vraiment différents. Donc, on doit s'écouter et se parler là, dans des bons moments parce que, c'est ça, on réagit tellement différent, on veut bien s'accompagner, mais on se comprend pas des fois. Puis c'est correct aussi, je pense. Là. C'est ça. C'est juste d'être à l'écoute là, le plus possible, qu'on a chacun notre façon de vivre les choses. Là. Être à l'écoute de ton conjoint dans les hauts comme dans les bas, j'en comprends que c'est une des stratégies que tu mets en place pour vous adapter à ce que vous vivez en tant que couple ou comme parent. Toi, comme mère, dans le but de t'aider à t'adapter à cette nouvelle réalité que tu décris, pourrais-tu en dire un peu plus sur les différentes stratégies qui fonctionnent pour toi ou du moins que tu explores pour l'instant? Au départ, ce que j'avais besoin, c'était de comprendre les choses. Donc, tu sais, moi, je suis comme ça, là, quand je fais face à beaucoup d'inconnus, tu sais, comme je l'aimais, j'ai un tempérament anxieux, donc si je veux éviter de m'imaginer toutes sortes de scénarios, faut que j'aille chercher les bonnes informations. Tu sais, moi, je suis comme ça, là, donc, tu sais, au départ, comme être à l'hôpital, être un parent en néonatologie, c'est tellement, là, différent de ce qu'on pense comme rôle de parent. Tu peux pas prendre tes enfants. Ça a pris plusieurs jours avant que je puisse prendre mon enfant sur moi. Puis quand je le prends, c'est avec la présence d'une allothérapeute et d'une infirmière en tout temps, là, parce que il peut être désintubé. Il y a tout un aspect médical à la relation qu'il n'y a pas habituellement. Hein. La première fois que j'ai pu prendre mes deux garçons ensemble, c'est au mois de février, puis il y avait déjà 4 mois de vie. Là. Fait, c'était difficile de se retrouver. J'étais dans beaucoup d'inconnus. Là, j'ai trouvé un livre hyper intéressant. C'est Comment être parent en néonatologie, qui parlait de comment tu peux développer ta relation avec ton enfant en arrière de la vie d'un incubateur. Là, fait, moi, je suis comme ça. Je veux comprendre les choses et je teste. Tout ce que j'ai eu là-dedans me correspondait pas, mais j'ai réussi à me trouver justement des petits points d'attache. J'ai passé de longues heures, longues journées là, en néonatologie, fait avec mes écouteurs, mais j'écoutais
j'écoutais des balados sur la résilience, sur les difficultés, sur des fois juste me changer d'idée aussi complètement, parce que des fois on a besoin de penser à autre chose, là. Donc, tu sais, fait que moi, ça, je suis comme ça. Et ça, c'est vraiment les premiers, tu sais, les premiers mois comme ça. Tu sais, par la suite, c'est sûr qu'avec la surdité de Charlie, avec la paralysie cérébrale, ben là encore là, OK, on me nomme quelque chose, ben moi, je veux comprendre les choses. Tu sais, ce que j'ai réalisé aussi avec la paralysie cérébrale, c'était que j'avais envie de trouver aussi des modèles inspirants. Ça m'a beaucoup aidé pour mes garçons. Parce que, tu sais, en tant que parent, quand on parle qu'on a des enfants handicapés, est-ce que moi, ben là, j'imagine tout de suite leur avenir, puis je suis inquiète pour eux. Fait que je me disais, mon Dieu, comment je pourrais essayer de contrecarrer ce réflexe-là. Fait que je vais essayer de trouver. Il doit y avoir des belles histoires certains, tu sais. Fait que finalement, j'en ai trouvé des très belles. Tu sais, Woody Belfort, qui est un jeune Québécois, un jeune homme dans la vingtaine, qui a la dysplasie spastique. C'est la même difficulté que mes garçons. Qui fait vraiment des belles choses. Lui, il n'y a rien à son épreuve. Tu sais, il fait de l'escalade, il fait du culturisme, il est en fauteuil roulant, là, mais il fait tout ça. Tu sais, il y a un livre super intéressant qui s'appelle Pourquoi marcher quand on peut voler. Cette phrase-là m'a beaucoup parlé, là, parce que justement, tu sais, on se rattache à mon garçon, il ne pourra pas marcher, mais il peut faire tellement d'autres choses. Ça permet de voir au-delà du handicap. Tu sais, on se le fait souvent dire, il faut voir au-delà de ça. Ouais, mais après ça, concrètement, moi, ce que j'ai réalisé après ça, c'est que tu sais, ma vie a beaucoup changé. J'ai donné ma démission à mon travail parce que tu sais, ça me demande beaucoup de mon temps au quotidien. Tu sais, ce que j'ai réalisé aussi, c'était que OK, tu sais, maintenant, oui, là, je suis à la maison. C'était pas ça mon plan d'avenir, on se cachera pas, là. Par contre, tu sais, de quelle façon est-ce que je peux me redéfinir? Est-ce que je peux m'accomplir au quotidien? Parce que je veux pas non plus juste être comme une maman qui prie à la maison à s'occuper de ses enfants, c'est pas ça que j'ai envie. Tu sais, fait que, ben, là, j'ai fait l'introspection. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux, tu sais, en même temps, c'est pas réaliste. Là, je me trouverai pas de nouvelle passion que je vais aller faire 3 heures par jour tout seul de mon côté. Là. On n'est pas rendu là non plus. Tu sais, fait que c'était de quelle façon je pourrais mettre en application mes forces, mes passions dans mon quotidien. Tu sais, moi, je suis très créative. Dans mon travail, j'aimais beaucoup créer des outils. Bon, ben, let's go. Je vais en créer pour mes enfants. Donc, tu sais, moi, j'ai plein de choses plastifiées à la maison, un peu partout, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que je vais faire pour mes enfants, mais ça me remplit quand même de fierté de le faire. Puis au moment que je le fais, je suis contente. J'aimais beaucoup aussi dans le passé, j'ai souvent organisé des gros événements bénéfices pour des organismes communautaires. Je faisais beaucoup de sensibilisation, d'éducation populaire. Bon, ben, regarde, comment je peux appliquer ça dans ma vie maintenant? Ben, quand je vais faire une grosse levée de fonds pour mes enfants, je vais faire ça aussi. Encore, c'est un travail constant, là, mais j'essaie justement de découvrir de quelle façon je peux m'accomplir dans ma nouvelle vie là, de maman à la maison d'enfants handicapés. Karine a raconté son histoire en lien avec l'adaptation à sa nouvelle réalité comme mère de jeunes jumeaux qui ont des besoins complexes en lien avec la paralysie cérébrale, mais aussi d'autres conditions médicales. Et puis, en discutant avec Karine, le sujet de la résilience est venu tout naturellement dans nos conversations. Alors, aujourd'hui, je suis avec une spécialiste, si je peux dire, de la résilience, Anouchka Hamelin. Alors, si je peux la présenter brièvement, Anouchka est présentement coordonnatrice clinique des services universitaires en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la suite de son diplôme en psychologie, où d'ailleurs, elle a fait une thèse sur la résilience et les personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral. Alors, depuis son diplôme, elle collabore sur de multiples projets scientifiques sur la résilience et elle a aussi fait de nombreuses communication scientifique sur le sujet. Alors, bienvenue Anouchka. Et pourrais-tu tout d'abord nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire de la recherche sur la résilience? Ben, en fait, à l'époque, je travaillais dans un centre de réadaptation en déficience physique auprès de la clientèle en traumatologie et en déficience motrice cérébrale. Puis, c'est sûr que dans un contexte médical, on est beaucoup appelé à travailler sur les déficits, les problèmes, les habiletés à récupérer, moins sur les forces ou les facteurs sur lesquels on peut se reposer pour aider la personne à aller plus loin. Donc, c'était principalement la source de motivation initiale. Puis, finalement, en bout de ligne, en lien avec la psychologie, encore là, l'histoire de la psychologie s'est beaucoup intéressée à la psychopathologie, donc ce qui cause problème dans la condition mentale des humains. Et depuis quelques années, on voyait une émergence, entre autres, avec la vulgarisation qui a été faite par Boris Cyrulnik concernant la résilience. Et là, on s'intéresse réellement aux facteurs positifs, aux facteurs favorables qui aident la personne à se relever suite à une situation d'adversité ou une situation chronique qui a été difficile sur le plus long cours. On parle beaucoup de résilience. Je me suis rendu compte que je pense que je n'étais pas trop sûre que je savais exactement c'était quoi la résilience et j'imagine que je ne suis pas la seule. C'est comment qu'on définit actuellement
ce gros concept-là de la résilience? Et en effet, actuellement, la résilience est un concept qui est à la mode, hein. On voit beaucoup dans les nouvelles, dans les publicités, pour avoir des cheveux plus résilients. Une telle population s'est montrée résiliente face à tel événement. Par contre, on l'utilise souvent à tort et à travers, parce qu'il faut différencier l'adaptation justement de la résilience. L'adaptation, on en fait preuve à tous les jours. Quand il y a, par exemple, l'annulation d'un rendez-vous, on doit se réajuster, on s'adapte et hop, on réorganise l'horaire puis on continue. La résilience, c'est plus complexe, comme tu disais. C'est à la fois un processus, un résultat et des caractéristiques personnelles. Donc, quand on parle de processus, c'est-à-dire que ça prend du temps. On ne peut pas dire tout de suite après un événement traumatique. On parle de la tragédie de Lac-Mégantic qu'on voyait dans les nouvelles le lendemain, dans les jours qui suivent. La population se montre résiliente, elle se relève rapidement, tout ça. Dans les premiers jours, on est dans un état de choc. On ne peut pas parler de résilience à ce moment-là. On tente de se rééquilibrer, que les conditions de base soient répondues, mais pas plus que ça, parce que l'État ne permet pas à la personne de se reconstruire ou de voir le positif à travers une situation telle qu'une tragédie, telle que la mort d'un proche ou d'un diagnostic, par exemple. Donc, ça va être au plus long cours. Ça demande du temps. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est une rupture de l'état d'équilibre au niveau psychologique, qu'on parle de l'individu ou qu'on parle d'un système, c'est-à-dire d'une famille. Donc, il y aura un chamboulement, il y aura quelque chose qui va être cassé et qu'au fil du temps, on va être en mesure de se relever en acceptant le soutien d'une part, en s'adaptant face aux nouvelles conditions, la nouvelle réalité, pour finalement, en bout de ligne, on va voir que certains éléments, certaines composantes, que ce soit au niveau personnel ou de la vie familiale, qui vont avoir été renforcés, qui vont être plus forts que ce qui était antérieurement. Donc là, on est en train de parler du processus. Quand on parle du résultat, c'est justement en bout de ligne, quelques mois, quelques années plus tard, c'est quoi le chemin que j'ai parcouru? Est-ce que finalement, il y a certaines composantes de ma personne ou de notre famille qui se révèlent plus positifs qu'ils l'étaient antérieurement. Et c'est également des caractéristiques personnelles, c'est-à-dire que ça demande différentes... ce qu'on constate chez les personnes qui se sont montrées résilientes, c'est qu'on constate qu'il y a des caractéristiques personnelles qui ont souvent en commun, comme par exemple de l'espoir. Donc, j'ai espoir qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Le sens de l'humour, savoir rire de certaines situations en dépit de la difficulté que ça peut représenter. Certainement pas les premiers temps, mais au fil du temps, oui. La détermination, de savoir tolérer aussi les émotions qui sont plus négatives. Quand on est triste, mais extrêmement triste, ça peut être difficilement tolérable. Il y a des personnes qui vont s'orienter vers le sport, vers l'alcool, la consommation. Donc, il va y avoir différentes stratégies qu'on peut utiliser pour s'adapter face à un événement. Par contre, les personnes qui vont être en mesure de tolérer les émotions qui sont plus désagréables vont montrer plus de résilience. La résilience comme processus, comme résultat, est-ce qu'il y a des étapes ou des phases dans le processus ou pour atteindre ce résultat de la résilience? Est-ce qu'il existe des phases qui sont documentées? Mais ce que j'expliquais tantôt par rapport à la chute, par exemple, ensuite, donc la période de récupération et ensuite la période de renforcement. Donc, c'est souvent les 3 principales étapes qu'on voit selon les auteurs qu'on consulte. Donc, puis c'est là où est-ce que, dans l'étape du renforcement, que la résilience se distingue encore plus que de la période d'adaptation. Il y a des personnes qui vont, après la chute, vont rester très longtemps dans le fond du baril. Ils vont avoir de la difficulté à remonter la côte. Et ça pour différentes raisons. Pas nécessairement à cause de leurs caractéristiques personnelles, pas nécessairement seulement à cause du contexte environnemental, financier, social. Et c'est une multitude de facteurs qui font en sorte que la personne va s'en sortir ou que la famille va s'en sortir à plus long terme. Mais par contre, l'adversité, l'événement en tant que tel, ou le diagnostic, ou la situation qui a été vécue, devient le facteur
qui va venir réorganiser soit la personne, comment je fais face aux événements, comment je réagis, mais aussi la famille, comment on se réorganise autrement, comment on peut faire autrement, comment on peut être bien ensemble et se projeter dans l'avenir, vers l'avenir de façon positive. On n'est pas qu'un ensemble de problèmes, on est également un réseau qui est positif, qui s'aime, qui est capable de rebondir, puis on a des forces ensemble, en dépit peut-être du regard des fois que les autres peuvent avoir sur nous. C'est intéressant. Puis une autre chose sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, face au même enfant qui a un diagnostic de paralysie cérébrale ou peu importe le diagnostic, les deux parents vont réagir d'une façon qui va être tout à fait différente. Donc, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce qui explique que face à un même facteur, les réactions puis le processus peut être tout à fait différent. Il y a autant de possibilités de réagir à un événement, un diagnostic, qu'il y a de personnes. Donc, la diversité des réactions peut être très large et le cheminement, le temps que ça prend pour cheminer, peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Donc, quand on met ça en plus dans une même famille, papa peut plus réagir par la colère, par le désir de trouver, par exemple, une cause pour se donner, se dévouer pour faire avancer les choses. Maman peut réagir davantage par la tristesse. Et l'enfant va réagir également autrement, en plus des membres de la fratrie, en plus des grands-parents. Donc, les gens n'ont pas nécessairement toujours les mêmes réactions émotionnelles, ne répondent pas à leurs réactions émotionnelles de la même façon, et ça va évoluer au fil du temps de différentes façons, à différents rythmes, selon les personnes. Ce qui complique d'autant plus la résilience familiale en tant que telle, parce qu'il n'y a pas qu'un individu concerné, mais un ensemble d'individus. Et nous sommes maintenant à l'étape de la capsule questions-réponses, où Karine a l'opportunité de poser une question sur la recherche à laquelle Anouchka pourra répondre à la lumière de ses connaissances scientifiques. Je serais curieuse de voir dans la recherche scientifique, qu'est-ce que l'on sait sur la résilience? Qu'est-ce qu'il reste à savoir sur ces sujets? C'est une bonne question. On en connaît quand même beaucoup. L'ennui et le problème avec la résilience, c'est qu'elle n'est pas définie toujours de la même façon, tout dépendant des auteurs. Il y a énormément de recherches actuellement sur la résilience. On a vu un essor encore plus important suite à la pandémie, puisque là, c'était une situation d'adversité qui touchait la planète entière. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la résilience n'est vraiment pas définie de la même façon selon les auteurs. Parfois, elle va se nommer autrement, tout dépendant sur quel continent on se situe. Souvent, les études aux États-Unis vont appeler la résilience la croissance post-traumatique. En Europe, c'est plus souvent résilience. Bien, sensiblement, quand on regarde les définitions, c'est très, très semblable. Donc, c'est ce qui est embêtant. On n'arrive pas nécessairement à définir la résilience de façon précise, surtout que c'est un construit qui est composé de différents concepts. Donc, on comprend que dans la résilience, c'est à la fois un processus, un résultat et des caractéristiques personnelles. Comment mettre tout ça dans une même définition qui pourrait s'appliquer à tout le monde, c'est embêtant. Donc, c'est au niveau de la précision et de comment mesurer la résilience. Comment dire qu'une personne ou qu'une famille est résiliente alors que l'autre ne l'est pas ou peut avoir plus de difficultés. Habituellement, on prend des échelles de mesure, comme par exemple pour la dépression, l'anxiété. Mais pour la résilience, en dépit du fait qu'il existe des échelles de mesure, c'est très difficile de juger, si on veut, puisqu'il y a tout le problème éthique autour de ça. Qui je suis pour juger du niveau de résilience d'une personne, moi en tant que professionnelle, en tant que proche, ou même par rapport à moi-même? Est-ce que je peux moi-même me définir, me juger comme résiliente ou pas résiliente? Donc, il y a tout le problème du regard qu'on pose sur l'autre et sur soi, parce qu'on va également évaluer la résilience de l'autre en fonction de la situation d'adversité. On peut considérer qu'une personne qui a vécu de la violence
pendant X temps va s'être montrée résiliente, mais l'autre à côté, qui elle, son chat est décédé, fait que je trouve ça moins grave. Fait que c'est pas tant une situation d'adversité, donc il n'y a pas lieu de parler de résilience, alors que c'est pas le cas. On peut pas mesurer le niveau de difficulté qu'une personne vit face à un événement, puisque ça va varier considérablement selon la culture, selon notre histoire personnelle, selon plein de facteurs. Fait que il reste quand même beaucoup à faire par rapport à la résilience. C'est un domaine qui est en plein essor, puis ça va probablement encore continuer bien longtemps. Merci beaucoup, Anouchka, pour ton partage de toutes tes connaissances. Je repars avec un nouveau bagage d'apprentissage sur la résilience. Je me sens aussi inspirée par tout ton témoignage et ton transfert de savoir. Alors, merci beaucoup à tous les auditeurs et auditrices pour votre écoute. Restez à l'affût du prochain épisode qui portera sur la collaboration avec les intervenants dans le système de soins. D'ici là, si vous voulez réagir et contribuer aux conversations sur la résilience en lien avec le partage de Karine et d'Anouchka, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook Espace Adapté. Alors, merci beaucoup et à bientôt!